Déjà, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer simplement par vous présenter Laurent Machelin, puis après je laisserai la parole à Laurent pour qu'il puisse vous présenter le contenu de ce webinaire. Du coup, donc moi je m'appelle Marie, je travaille au collège doctoral et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je travaille plus particulièrement au pôle carrière dans le domaine de l'accompagnement des parcours professionnels des doctorants. En fait, au pôle carrière, on propose différents types de services pour aider les doctorants à préparer leur poursuite de carrière après thèse. On propose des ateliers, on propose des entretiens conseils et on propose aussi toute une série de webinaires. En l'occurrence, on propose des webinaires Connect Working World et c'est dans ce cadre-là qu'on se voit aujourd'hui. L'objectif des webinaires Connect Working World, c'est vraiment de pouvoir permettre aux doctorants d'avoir le point de vue des recruteurs et des employeurs sur les profils docteurs, sur les compétences qu'ont les docteurs et vous permettre aussi de pouvoir savoir quelles sont les craintes que les recruteurs peuvent avoir en recrutant des profils docteurs. Et donc, on a souhaité inviter Laurent Machelin de RDD Conseil aujourd'hui, puisque Laurent étant le fondateur d'un cabinet, et le fondateur pardon, d'un cabinet de recrutement donc, spécialisé dans le recrutement de profils docteurs, et il va vraiment pouvoir vous partager aujourd'hui le point de vue des entreprises et vous faire part de son retour d'expérience. Donc, je laisserai la parole à Laurent. Juste avant, pour cadrer un petit peu le séminaire, il ne faut pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure. Je vous invite à écrire vos questions, les questions qui peuvent vous venir dans le chat, dans la partie discussion de Zoom. Moi, je en prendrai connaissance et puis je n'hésiterai pas à interrompre Laurent pour qu'il puisse traiter les questions qui arrivent au fur et à mesure. Si la question est pertinente, bien sûr. Voilà. Laurent, du coup, je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Marie. Bonjour. J'arrête le partage, du coup, pour vous laisser la main. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager du coup rapidement mon écran pour commencer la présentation. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde voit la présentation? C'est bon, on continue tout à l'heure. Impeccable. Alors, effectivement, donc voilà, merci à Marie et puis au Collège doctoral, et notamment au pôle carrière pour cette invitation. J'interviens régulièrement avec l'Université de Grenoble, dans le label REI, au doctoral. L'idée, c'est d'apporter finalement un feedback et un retour aux doctorants de l'UGA sur le retour des employeurs, des recruteurs que je suis et que nous sommes. Là, l'idée aujourd'hui, c'était d'être plutôt sur la thématique de la valorisation des compétences. Comment se mettre en valeur auprès des potentiels employeurs, que ce soit les entreprises privées ou des cabinets de recrutement comme nous. Peut-être une petite présentation de RD2 et puis de l'historique aussi. Donc, voilà, RD2 Conseil, j'en suis le fondateur, comme disait Marie. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'ai créé cette société où on se définit comme chercheur de chercheurs. Plus spécifiquement pour l'historique, en fait, moi, je suis initialement issu du monde du financement de l'innovation. Ça voulait dire que j'accompagnais des entreprises, notamment des startups, des PME innovantes, à trouver de l'argent, en tout cas des sources de financement pour leurs activités de R&D. Dans ce cadre-là, il y a un dispositif dont on va parler tout à l'heure, qui est le crédit d'impôt recherche, qui existe, qui incite à recruter notamment des docteurs. Et dans ce cadre-là, on sait, et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie méconnaissance, en tout cas un gap entre le monde des entreprises et le monde académique et la vision que pouvaient avoir les entreprises sur les docteurs, et la difficulté aussi, notamment pour des petites structures,
d'identifier, de sourcer et d'approcher des docteurs ou des doctorants qui parfois sont un peu éloignés du marché du travail, ou en tout cas du monde de la recherche d'emploi. Donc la création de RD2 était vraiment dans ce cadre-là pour créer ce lien et faire ce pont entre des entreprises qui recrutent et des docteurs et des doctorants qui pourraient être en recherche d'emploi. Juste un mot sur la méthodologie pour vous donner quand même une idée dès le départ de la façon dont un cabinet comme RD2 peut fonctionner. On se définit comme un cabinet de chasse et auprès de nos clients qui sont les entreprises, on se positionne comme de la chasse. Ça veut dire qu'on ne va pas accompagner des candidats en recherche d'emploi à trouver leur futur employeur. On va accompagner le futur employeur, l'entreprise, à trouver les bons candidats. Donc voilà, la démarche est quand même inversée. On part du besoin de l'entreprise, on définit ensemble voilà, les compétences, le profil, les projets visés, et derrière, notre approche consistera à rechercher, identifier et approcher des candidats, docteurs, doctorants. Voilà, donc par rapport à ça, effectivement, on partira d'abord d'un vivier de candidats, ce qui sera plus simple. C'est pour ça qu'on est tout le temps en recherche de candidatures spontanées, de candidatures à annonce. Des fois, ça ne matche pas, mais en tout cas, nous, on s'efforce de garder toujours dans nos bases de données des informations sur des candidats qu'on pourrait potentiellement réapprocher sur de nouvelles recherches. Étude des job boards, donc voilà, ça c'est peut-être des points déjà de votre côté à avoir en tête. Il existe aujourd'hui des outils où on pose son CV gratuitement quand on est candidat et des employeurs ou des recruteurs comme moi vont aller chercher sur ces job boards, sur ces plateformes, les CV à partir de recherches sémantiques sur des mots-clés, ce genre de choses. On va également, enfin voilà, du fait de notre spécificité, on va quand même avoir une méthodologie qui sera plus proche aussi de veille scientifique, et on va aller sur des sites académiques, sur thèse.fr, identifier les thèses en cours, les thèses passées, sur la Doom, sur les sites des laboratoires pour regarder qui travaille sur quoi, et souvent on va croiser avec des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est un outil qui nous permet d'identifier, d'approfondir un peu notre vision sur des potentiels candidats. Voilà, et tout ça va mener à une phase où on va proposer des candidats à nos clients qui vont décider de les recruter dans leurs équipes. Et après ça, on va suivre l'intégration et notamment vérifier à la fois la bonne intégration technique et l'adéquation au projet et aussi l'adéquation humaine du candidat dans l'équipe. Le petit focus qu'on souhaitait faire, donc c'était effectivement avec Marie, on a réfléchi autour de la valorisation des compétences, mais avant de parler de valorisation des compétences, en gros, comment mettre en valeur ce que vous avez développé durant l'activité de thèse, l'activité de postdoc, on voulait quand même faire un focus sur la vision que peuvent avoir les recruteurs, certains recruteurs, notamment en France, sur le profil de docteur, et également sur l'image que peuvent avoir les entreprises, le secteur privé, du côté des docteurs. Voilà ce que j'appelle la méconnaissance partagée, et qui fait que parfois on parle de langages différents, de visions différentes. Déjà, du côté des entreprises, ce que je voulais souligner, c'est une forme de peur du docteur, avec des images, des préjugés, des a priori qui existent, qui sont forts dans l'imagerie assez couramment répandue, et des préjugés qui peuvent être à la fois négatifs, mais également positifs, mais qui vont finalement freiner au fait de s'orienter vers des docteurs. Donc là, je vais vous partager un certain nombre de points qui sont finalement des retours qu'on a régulièrement de la part des entreprises. Il faut bien avoir en tête, voilà, on fait du recrutement de docteurs, je vous dis qu'on part de l'entreprise et du besoin de l'entreprise, ce qui veut dire que tous les jours, on a une activité commerciale de prospection pour valoriser les docteurs, essayer d'inciter les entreprises, des entreprises innovantes, qui potentiellement sont en recrutement, et d'essayer de les orienter vers des profils des docteurs. Donc, des fois, on a des personnes qui sont totalement au courant, qui ont l'habitude d'en recruter et qui sont ouvertes à ce type de profil. Et d'autres fois,
où il va falloir commencer à argumenter et à montrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir à recruter des docteurs. Et donc, dans cette phase de prospection, d'argumentation, voilà, je vais vous partager quand même des points qui reviennent assez régulièrement et où il est finalement assez important et intéressant que vous en ayez conscience pour aussi, vous, de votre côté, pouvoir peut-être contre-argumenter ou vous préparer à ce genre de remarques. Le premier point, voilà, c'est l'aspect recherche fondamentale. Euh, c'est aussi lié à un historique éducatif. En France, il y a les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, où finalement, on voit que c'est une droite ligne pour rentrer en entreprise, et avec finalement l'aspect académique, où on se dit que les docteurs s'orientent plus vers des carrières d'enseignants-chercheurs ou dans des grands organismes institutionnels type CNRS, et finalement sont assez déconnectés à la fois du monde de l'entreprise, du monde du concret, des produits, et vont rester dans cet univers très théorique, très fondamental. Et c'est un peu ça qui en découle dans cet argument, de se dire, ben, finalement, nous, en tant qu'entreprise, on a une orientation qui, au final, vise à vendre des produits, à développer des produits et à ne pas rester sur la recherche qui soit uniquement théorique. Et souvent, voilà, au-delà de nous n'avons pas besoin de chercheurs, le retour qu'on va avoir, c'est souvent avec un petit sourire, on a besoin de trouveurs. Voilà, en se disant que finalement, les docteurs vont chercher, 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 mais sans jamais aboutir à des résultats concrets. Gardez ça en tête parce que finalement, nous, on réussit à démontrer, et on viendra après sur l'aspect compétences, on réussit à démontrer que quand même de nombreux docteurs, alors tout dépendra des thèses, des domaines d'activité, ce genre de choses, mais de nombreux docteurs ont cette capacité à aller beaucoup plus vers la partie aval, vers le concret, même en ayant eu des parcours théoriques. Le deuxième point, et ça c'est quelque chose que je retrouve aussi moi dans les candidatures que je reçois, c'est l'aspect CV. Avec des compétences très spécifiques. Souvent, quand on reçoit des CV, et je ne vous parle même pas des CV académiques de 10 pages avec 7 pages de publication, de participation à des conférences, ce genre de choses, il y en a de moins en moins. Je pense que du fait justement des actions, des écoles doctorales, des collèges doctoraux, voilà, que ce soit à l'UGA ou dans d'autres organismes, on voit qu'il y a une amélioration du format des CV et qu'on a de moins en moins de CV académiques avec X pages. Mais malgré tout, même sur des CV qui vont faire une page ou deux pages, qui vont être plus aux normes, on voit que parfois, il y a quand même un positionnement qui sera assez mauvais, où finalement, le recruteur sera assez perdu dans la compréhension des compétences du CV de la personne. L'autre point, c'est finalement, c'est aussi le terme du docteur où on le considère comme un bac+8. Finalement, le bac+8 fait mal au docteur parce que qui dit bac+8 signifie en quelque sorte 8 ans d'études, signifie quelqu'un qui a étudié, s'est formé, mais n'a pas vraiment trouvé d'orientation ou de voie et essaye de reculer. Ça ne sera pas l'âge du départ à la retraite, mais ça sera l'âge d'entrée dans la vie active. Et c'est vrai que finalement, nous, on se bat. Je pense que voilà, les écoles doctorales, les collèges doctoraux aussi se battent pour faire, d'une certaine façon, reconnaître le docteur comme un professionnel à bac+5 avec 3 ans d'expérience, 3 ans déjà d'entrée dans la vie active, certes sur un projet académique, mais qui a valeur d'expérience professionnelle. Et le fait de se dire bac+8, finalement, va faire considérer le docteur comme quelqu'un de très éloigné de l'aspect opérationnel, de l'aspect marché du travail. En plus, souvent, on a des docteurs, on le voit bien, qui parfois ont uniquement grenouillé dans le milieu des laboratoires de recherche et n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise, même par le biais d'un stage. Et voilà, ça va faire peur à un patron, à un chef d'entreprise, à un directeur R&D ou un directeur des ressources humaines, parce qu'il a l'impression que le docteur va vraiment être déconnecté de la vie quotidienne de l'entreprise. Ce qui est vrai aussi et renforcé par souvent l'image un peu
du professeur Nabus, du rat de laboratoire, voilà, un peu asocial, un peu dans son coin, qui ne saura pas s'intégrer, qui n'aura pas de contraintes de hiérarchie, de délai, de résultats. Voilà. Et on voit souvent le docteur comme une espèce d'électron libre avec très peu d'interaction sociale, humaine ou de gestion de projet, ce genre de choses. Donc on y reviendra. Encore une fois, ce sont des images que je vous donne là, mais des images qui sont quand même assez communément répandues. Là, ce sont des images négatives. On peut aussi avoir des images positives sur le docteur. Avant de parler du budget, on peut aussi avoir l'image, notamment sur des petites structures qui vont se dire, oh là, un docteur, mais finalement, nous, on va faire de la recherche et des projets qui ne vont pas l'intéresser, il va s'ennuyer, on n'aura pas suffisamment de grains à moudre pour quelqu'un d'aussi bien câblé. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Et finalement, on aura des entreprises qui vont s'interdire de recruter des docteurs, finalement, en se dévalorisant elles-mêmes et en se disant que ce n'est pas au niveau de ce qu'un docteur peut rechercher en termes de projet, ce qui n'est pas du tout vrai. Et également un point sur le budget en se disant, ben, voilà, quelqu'un qui a ce type de formation, qui a ce type de compétences, d'expertise, finalement, va coûter cher pour une entreprise et de se dire que, bah, en termes de retour sur investissement, ou en tout cas de budget affecté à ce type de recrutement, ça risque d'être hors de portée. Et ça aussi, c'est voilà, un point qui mérite d'être argumenté, on y reviendra. Ça, c'est du côté des entreprises. Voilà, une vision écornée ou trop positive, mais en tout cas, parfois une vision qui fait qu'on ne recrute pas des docteurs. Pour les docteurs, il y a aussi cette méconnaissance du monde de l'entreprise, voilà, qui fait qu'on projette beaucoup de craintes, beaucoup de peurs sur les projets, sur l'environnement. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a du côté des docteurs, je vous disais, voilà, nous, on rencontre beaucoup de candidats qui souvent n'ont pas mis un pied dans l'entreprise, n'ont pas eu l'acculturation et l'information sur le mode de fonctionnement. Et du coup, c'est compliqué lorsqu'on est en recherche d'emploi de pouvoir se projeter, ou en tout cas avoir le bon mode de communication pour pouvoir se vendre et se valoriser. Déjà, alors je parle beaucoup du terme se vendre. Faut pas le prendre comme une connotation péjorative. Se vendre, finalement, c'est se mettre en valeur et répondre à un besoin. Aujourd'hui, quand il y a un consommateur qui va acheter un produit, c'est souvent qu'il y a un besoin. Quand un recruteur va recruter un ingénieur R&D, un docteur ou quelqu'un dans son équipe, c'est parce qu'il y aura un besoin. Et l'idée dans le fait de se vendre, c'est de pouvoir identifier le besoin, identifier ce que vous pouvez apporter et trouver l'adéquation entre les deux. Et justement, dans cette adéquation entre les deux, on voit que du côté des candidats docteurs, il y aura souvent une tendance à orienter ou à focaliser sur des acquis scientifiques, sur une expertise, voilà, ce qu'on va appeler le savoir, alors que l'entreprise va certes rechercher un savoir, une expertise, en tout cas des compétences scientifiques et techniques, mais aussi une personnalité, on va parler de savoir-être, et des capacités de mettre en place des compétences transversales de communication, de gestion de projet, enfin voilà, beaucoup d'autres choses. Et ce qui fait que, voilà, avec un CV inadapté et une présentation durant l'entretien qui parfois est à côté de la plaque, j'entends par à côté de la plaque souvent le fait d'être en entretien de recrutement lorsque je pose la question « Présentez-vous, j'ai droit à une soutenance de thèse bis », ce n'est pas ce que j'attends de la part du candidat. Et également une communication à adapter. D'une certaine façon, on est sur la réponse à un besoin, on est sur une proposition de valeur et finalement l'idée c'est aussi de rassurer le recruteur en ayant un discours, une communication, une argumentation qui s'adapte au monde de l'entreprise en parlant de management, de gestion de projet, de gestion de ressources humaines, financières, de travail en équipe et finalement de montrer qu'au-delà du savoir,
il y a tout un tas de compétences, ce qu'on peut appeler soft skills, compétences transversales, qui ont été développées durant la thèse et qui vous permettront demain de prendre le poste et d'être efficace dans le poste à court terme, mais également de savoir évoluer et monter en compétences et monter avec l'entreprise dans ses besoins d'aujourd'hui et les besoins futurs. Donc ça sera autant de choses aussi à intégrer dans votre discours et à faire comprendre aux recruteurs. Claire, jusqu'à présent, pas de questions spécifiques? Qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une mauvaise présentation d'un docteur? Alors, Sur Daïcha. la mauvaise présentation type, c'est ce que je vous disais, c'est finalement dans la question, alors ça viendra toujours de présentez-vous, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous intéresse sur le poste ou quelles sont vos compétences, de rentrer sur moi je suis docteur en biologie moléculaire et ma thèse a porté là-dessus, 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 et voilà ce que j'ai fait, voilà mes résultats, et voilà. Et souvent, c'est un peu la tendance dans les entretiens de recrutement, avant que j'investigue, que je commence à poser des questions ou autres, mais à la question présentez-vous, c'est pas rare d'avoir 5 minutes au mieux, voire 10 minutes, un quart d'heure de quelqu'un qui va me faire tout le pitch de la thèse, de ce qu'il a fait, de ses difficultés, ce genre de choses, vraiment en étant focalisé sur lui et pas forcément sur le besoin ou sur l'adéquation de ses compétences à un poste donné et à des projets en particulier. Et donc voilà, si je devais donner l'exemple type de la mauvaise présentation, ça serait de rentrer tout de suite dans la présentation de la thèse et de considérer qu'un entretien de recrutement, c'est juste expliquer ce que vous avez fait pendant la thèse, pendant les 3 ans et des difficultés techniques ou scientifiques que vous avez rencontrées. Du coup, si je peux me permettre d'ajouter une question rebond, je dirais, quelle serait la bonne présentation? Quel serait le meilleur moyen d'entamer, de faire ces 5 premières minutes? Pour moi, la bonne présentation, alors je ne l'ai pas intégré dans cette présentation, je l'intègre dans d'autres, c'est au niveau de la préparation du pitch. Le pitch, c'est d'avoir un message voilà, de 2-3 minutes ou en tout cas une argumentation de 2-3 minutes ou par rapport j'allais dire, à une fiche de poste, notamment quand vous répondez à une annonce, par rapport à la typologie d'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Voilà, votre pitch sera différent entre est-ce que vous parlez à quelqu'un des ressources humaines, à un manager R&D, à un futur collègue, au dirigeant de l'entreprise. Et finalement, dans ces 2-3 minutes, de vous présenter vous et de faire passer, j'allais dire, 3-4 messages importants sur les compétences qui vous semblent intéressantes pour le poste, la projection, l'adéquation que vous pensez avoir par rapport à tel ou tel poste, par rapport à telle ou telle entreprise, et finalement de diffuser un peu d'informations qui, derrière, vous permettront de rentrer dans une conversation et dans un dialogue. Un entretien de recrutement, ce n'est pas 2 monologues, un monologue de présentation de l'entreprise, un monologue de présentation de votre thèse, vous vous serrez la main et vous vous dites au revoir à la prochaine. L'entretien de recrutement pertinent, c'est celui où finalement vous aurez réussi à faire passer les quelques messages qui vous paraissent importants et vous verrez derrière si le recruteur rebondit par rapport à ces messages, vous pose des questions un peu plus spécifiques en disant ah vous avez parlé de telle compétence sur la gestion de projet par exemple, ou vous avez parlé de telle expertise dans votre thèse où vous avez travaillé sur ce sujet qui est effectivement en lien avec nos besoins dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous avez fait de façon un peu plus concrète? C'est ça pour moi la bonne introduction et la bonne présentation initiale. Sur la pertinence de l'information. Exactement. Et puis j'en reviendrai en conclusion, mais on peut en parler maintenant. Encore une fois, le recrutement, c'est la réponse à un besoin. Donc, l'idée, c'est pas que ce soit dans le CV, la lettre de motivation ou l'entretien de recrutement, c'est pas de balancer tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez fait, toutes les compétences
en vous disant que parmi cette masse d'informations, le recruteur pourra peut-être identifier et choisir celles qui lui paraissent intéressantes. Au contraire, l'idée, c'est de le prendre par la main, de l'orienter en lui disant « j'ai bien compris quel est ton besoin, j'ai bien compris sur quoi tu travailles et voilà la valeur que je pense pouvoir t'apporter. » Donc, il y a une forme de prise de position de votre côté. Alors, parfois, la prise de position, elle sera à côté de la plaque. Peut-être que finalement, ce que vous pouvez proposer ou ce que vous avez identifié comme valeur que vous pouvez apporter, eh ben, ce n'est pas celle dont a besoin le recruteur. Et ça arrive, tant pis. Mais si vous faites cet effort et si vous montrez au recruteur que vous avez compris ce dont il a besoin, ce sera beaucoup plus pertinent que d'essayer de faire en sorte qu'il trouve la bonne information dans un discours un peu vaseux et un peu générique. Alors, il y a une question du coup, est-ce que vous avez intégré des docteurs dans des grandes entreprises type Microsoft, Google ou dans des grands groupes de conseil? Alors, nous, chez RD2 Conseil, on est vraiment orienté start-up PME, donc plutôt petites entreprises. Les grands groupes, en quelque sorte, n'ont pas besoin de nous, en tout cas, ont leur propre process de recrutement, ont leurs propres équipes de recrutement. Et c'est vrai que finalement, moi, dans la valorisation des docteurs, j'essaie plus d'être lié à des entreprises qui sont très innovantes, qui ont des activités de R&D, mais qui ne vont pas avoir cette structuration au niveau des équipes RH pour aller recruter et avoir cette approche de chasse de docteurs. Donc, de façon transparente, est-ce qu'on a fait recruter des docteurs chez Google, Microsoft ou autres? Non. Il y a un docteur qu'on a fait recruter dans les équipes R&D d'Engie, mais c'était de façon très exceptionnelle et plus par opportunité, réseau ou autre, où on a fait appel à nous. Mais clairement, non, aujourd'hui, nos clients sont des structures de une personne à en moyenne 50, 100 personnes à peu près maximum, avec des équipes de R&D qui vont, voilà, grosso modo, tourner en moyenne autour d'une dizaine, quinzaine de personnes. Pour venir en complément, on a fait l'année dernière un webinaire avec Huawei. Et Huawei nous expliquait qu'ils ne font pas spécifiquement appel à des cabinets de recrutement. Par contre, ils organisent des événements spécifiques pour comme un peu des hackathons, pour recruter leurs chercheurs. Donc, ils ont un process spécifique qui leur est propre. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Google et de Microsoft, mais en tout cas, vous pouvez aussi aller voir, j'en profite sur le replay des webinaires précédents pour peut-être gagner quelques informations. Et ce qui est intéressant, enfin voilà, vous mentionnez Huawei, moi je faisais une conférence il y a quelques années avec un responsable R&D de Huawei. J'y reviendrai, je pense que c'est une slide après sur les intérêts communs à recruter des docteurs. Il y avait quand même cette crédibilité internationale du doctorat, du PhD. Et c'est vrai que voilà, ça m'a toujours marqué, je le dis régulièrement, c'est vrai que cette personne-là qui recrutait, voilà, ils étaient une équipe de 200 ou 300 personnes dans l'équipe R&D de Huawei en France, en région parisienne, et il disait qu'il avait pour consigne spécifique de recruter dans ses équipes R&D des docteurs. Parce que la direction qui était chinoise ne connaissait pas le diplôme d'ingénieur, aussi prestigieux soit-il en France, et que finalement, il donnait pour indication et pour instruction de recruter des docteurs lorsqu'il s'agissait de projets de R&D chez Huawei. On poursuit? Allez. Donc, pardon Marie. Une question de Ronnie. Comment se positionner sur le long terme avec l'entreprise tout en apportant une réponse aux besoins à court terme de l'offre de poste? Ah, mais excellente transition. Donc là, on va parler des compétences. Voilà, l'idée, c'est effectivement de valoriser les compétences du docteur. Les compétences, en fait, voilà. Ça va. Donc, les compétences, généralement, dans le domaine des RH, on tourne autour des trois termes qui sont savoir, savoir-faire, savoir-être.
Peut-être, donc là, on va revenir sur chacun de ces domaines et de vous montrer comment justement pouvoir valoriser ces compétences que vous avez développées pendant la thèse, mais pas que, et comment aussi les projeter sur du court terme et du moyen long terme avec l'entreprise. Après, ce qui est important, enfin voilà, l'un des messages, moi aussi, j'essaie de faire passer quelques messages dans mon pitch de 30 minutes, c'est de le lier et de lier ses compétences à l'action. Il ne suffit pas de dire je sais faire de la gestion de projet, il ne suffit pas de dire je suis communicant, il ne suffit pas de dire je suis sociable ou agréable. L'idée, c'est d'apporter de la preuve. Et la preuve, c'est de l'exemple, c'est de l'action, et c'est d'essayer à chaque fois que vous essayez de valoriser ou de parler de compétences, de pouvoir le rattacher à des exemples concrets, à du résultat, à une preuve qui permettra au recruteur de dire, OK, ce n'est pas juste une parole en l'air, ce n'est pas juste un mot théorique, mais je vois comment cette compétence s'est développée et a été implémentée dans tel ou tel type de contexte. Donc, si on reprend savoir, savoir-faire, savoir-être, là encore, je vais vous partager trois slides qui sont de façon systématique dans nos présentations auprès des entreprises. Voilà, l'idée, c'est justement, quand je vous disais, on valorise les docteurs, on essaye de les inciter à recruter des docteurs. Et dans ce cadre-là, on a rédigé une présentation autour justement des compétences et de la valorisation des compétences des docteurs, autour de ces trois termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Déjà, en termes de savoir, l'idée, c'est quand même d'asseoir le docteur comme un spécialiste de la R&D. C'est quand même, enfin voilà, je suis toujours surpris et un peu sidéré de voir qu'en France, lorsqu'il s'agit de recruter en R&D, on va recruter, selon le terme consacré, un ingénieur R&D. Jamais, ou très rarement, on va s'orienter vers le docteur parce que justement, il y a cet aspect sémantique de dire, ah bah oui, qui dit R&D dit ingénieur R&D. Et nous, on essaie quand même de montrer à l'entreprise que qui dit R&D devrait naturellement plutôt porter le choix vers le docteur. Ensuite, au niveau du savoir, voilà, il est clair que on est sur une personne qui dispose d'une connaissance scientifique et technique. Voilà. Le scientifique étant plutôt sur aspect fondamental, le technique étant plutôt sur aspect appliqué. Et on voit que les docteurs disposent de connaissances sur les deux aspects, à la fois l'aspect science et l'aspect technique. Ce qu'on a tendance à oublier, et ce que les candidats eux-mêmes ont tendance à oublier, et dans les présentations, quand on parlait de mauvaise présentation, c'est le cas, c'est qu'il y a une vie avant la thèse. La thèse, c'est un projet, c'est certes un projet important dans la formation, dans la carrière d'un docteur, mais on voit, et les entreprises l'oublient, mais les candidats aussi l'oublient, qu'il y a une formation qui est la plupart du temps généraliste, en tout cas des connaissances et un socle fondamental qui permet derrière de pouvoir développer, d'avoir une polyvalence dans les travaux qui seront à réaliser. Voilà. Et qu'on soit dans un cadre licence, master, doctorat, ou dans le cadre diplôme d'ingénieur, master, doctorat, il y a quand même cette formation de base qui ne doit pas être oubliée parce que parfois, c'est aussi ça qui fera la différence sur certains postes. Et ensuite, il y a le développement d'une expertise, d'une compétence de recherche par le biais de la thèse ou par le biais des post-doctorats ou des contrats qui peuvent exister dans l'académique après la thèse. Mais encore une fois, voilà, pour moi, il y a cette formation, le Bac+5, dont on parlait tout à l'heure, qui a ensuite été complétée par 3 ans d'expérience sur un projet professionnel de recherche. En termes de savoir-faire, on est sur une expérience professionnelle. Il y a eu des savoirs appliqués, voilà, cette connaissance appliquée à des situations durant la thèse. Et l'idée, c'est de remettre ces savoirs en perspective par rapport à des cas concrets, à des cas précis. Il ne suffit pas de dire je suis bon en réseau de neurones ou je suis bon en biologie cellulaire
ou je suis bon en hydrologie. L'idée, c'est plutôt de dire, bah voilà, j'ai une expertise en hydrologie parce que mes travaux ont porté dans ce cadre de situation sur l'analyse des bassins versants de je ne sais quelle montagne ou sur l'identification de tel réseau de neurones appliqué au traitement du langage que j'ai implémenté avec tels outils, etc. Donc, essayez toujours de rattacher à des exemples concrets qui permettront de valoriser justement ces savoirs. Et au-delà des savoirs, on peut aussi parler de savoir-faire par l'acquisition de compétences transverses. Et souvent, finalement, ça semble tellement naturel pour des docteurs ou des doctorants de développer des compétences transversales type la méthodologie scientifique, la méthodologie de recherche, d'aller regarder des papiers, de les titiller, de les challenger, etc. La capacité de gérer des projets, de gérer des sujets complexes. Finalement, c'est le cœur même du doctorat. Donc, voilà, en quoi ça serait intéressant pour un recruteur? Bah oui, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir le mentionner, comme quoi vous avez fait face à ces problématiques. Peut-être un petit focus sur la gestion de projet. En revanche, il y a beaucoup de docteurs qui vont mettre en compétence la gestion de projet en me disant, ben voilà, j'ai fait une thèse, donc j'ai fait de la gestion de projet. J'ai eu un projet pendant 3 ans où j'ai commencé à zéro et j'ai abouti à une soutenance de thèse. Donc, je suis un professionnel de la gestion de projet. Faites quand même attention, la gestion de projet au sens professionnel, notamment dans l'entreprise, ça a quand même une connotation un peu plus évoluée que j'ai fait une thèse et j'ai réussi ma soutenance. Généralement, la gestion de projet, il y a des notions de planning, mais de planning individuel, mais également de planning d'autres personnes, qui fait que voilà, vous avez différents cas de figure et devoir gérer finalement les ressources humaines et les ressources de timing entre les uns et les autres. Il y a des notions de ressources financières, de ressources matérielles, et finalement, voilà, la gestion de projet se fait aussi souvent dans le cadre de l'utilisation de logiciels de gestion de projet, que ce soit Microsoft, Gantt ou ce genre de choses. Donc voilà, ayez quand même conscience que si vous dites que vous êtes professionnel et expert en gestion de projet, on vous attendra un petit peu au tournant et on vous demandera des preuves sur ces compétences-là. Mais en l'occurrence, j'ai vu de nombreux candidats et de nombreux docteurs qui avaient une réelle expertise en gestion de projet. La capacité à mener de la veille, voilà, c'est pas donné à tout le monde de savoir lire des papiers scientifiques, académiques, d'être capable d'aller chercher l'état de l'art euh, au au niveau de sujets un petit peu touchy. La connaissance et la pratique des outils R&D, la pratique des outils informatiques. Ça aussi, je pense que vous êtes dans un environnement, dans une bulle qui fait que pour certains d'entre vous, c'est normal d'utiliser des supercalculateurs. C'est normal d'utiliser des microscopes électroniques à balayage. C'est normal de développer dans des librairies open source ou de coder dans certains langages informatiques. Mais ayez conscience et prenez du recul par rapport justement à ces capacités, parce que voilà, parfois des entreprises, des petites entreprises, auront jamais accès à un supercalculateur. Et le fait d'avoir quelqu'un qui sait utiliser, qui sait aller peut-être trouver cette ressource et de se dire, bah, tiens, on peut aller utiliser du temps de calcul dans telles conditions, etc., ça peut être intéressant. Ça, c'est une force que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et enfin, par rapport justement à l'image qu'on peut avoir du docteur un peu dans sa bulle, un peu dans son coin, un peu asocial ou autre, on a tendance à oublier que la plupart du temps, vous avez à interagir par écrit, forcément, de rédiger des articles, publier, être dans des journaux, parfois rédiger des ouvrages. Il y a aussi cette capacité de communication à l'oral, de participer à des conférences, d'être en interaction avec vos pairs au sein de l'équipe, voilà, par rapport aux autres doctorants, mais aussi souvent avec des experts à l'international, où vous aurez souvent développé cette capacité de communication en anglais, en français, dans d'autres langues, et ça, c'est hyper intéressant pour des entreprises. Et là, on est vraiment
dans la réponse à la question de dire qu'est-ce qu'on peut valoriser à court terme, moyen terme, clairement ça. À court terme, finalement, le savoir et les compétences transversales qui vous permettront de prendre un poste et d'être opérationnel à un instant T, et les compétences qui, derrière, vous permettront d'évoluer et de faire évoluer la structure pour développer ces compétences et vos compétences à plus long terme. Et enfin, voilà, sur cet aspect long terme, j'ai tendance à dire que finalement, le recrutement d'un docteur se fera principalement sur son savoir et son savoir-faire pour le court terme, mais que par contre, l'évolution du docteur dans l'entreprise sera liée à son savoir-être. Et là, le savoir-être, on est quand même sur des personnes qui sont moteurs de l'innovation. Quand on les recrute en R&D, quand on les recrute en innovation, moi j'ai des exemples où finalement des docteurs ont été recrutés à un poste d'ingénieur R&D, voilà, un peu classique, et ont assez rapidement, en l'espace de quelques mois, voire quelques années, pris des responsabilités d'encadrement, de management, parce qu'il y avait cette capacité de vision long terme, de stratégie et de passion pour les problématiques d'innovation. Donc là, voilà, quelques savoir-être sur les docteurs qu'on peut retrouver de façon assez récurrente, sur cet aspect de curiosité, de créativité, de capacité d'apprentissage, de capacité aussi d'argumentation, de négociation, quand il s'agit d'aller chercher des sous auprès de son directeur de thèse ou de le convaincre ou de les convaincre que vos orientations sont les bonnes. Il y a des vraies capacités de relationnel et d'argumentation, un sens des responsabilités, une motivation. Et peut-être un point à prendre en compte, aujourd'hui, un recruteur, souvent, a peur, notamment avec les tensions sur le marché du recrutement aujourd'hui, a peur d'avoir quelqu'un qui va recruter, qui va former pendant 6 mois, pendant 1 an, et qui va ensuite partir parce que l'herbe sera plus verte ailleurs et peut-être le salaire également. Et souvent, moi, j'ai cet argument de dire, quand vous recrutez un docteur, vous avez quand même recruté quelqu'un qui s'est impliqué pendant 3 ans, 4 ans, parfois plus, qui était payé des cacahuètes et qui finalement a trouvé cette motivation et cette passion pour s'impliquer dans un projet parce que c'était le projet qui l'intéressait. Et on voit qu'on est sur une population qui finalement est assez loin de cet esprit mercenaire, mais qui au contraire, à partir du moment où l'environnement de travail est agréable, serein et challengeant techniquement, on peut avoir affaire à des très belles histoires et à une histoire sur le long terme. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour un recruteur. Voilà des compétences. L'idée pour vous, maintenant, c'est de travailler sur vous-même, d'avoir conscience, de prendre du recul par rapport à vos activités de thèse, à vos activités en dehors de la thèse, également vos expériences hors académique, votre formation, et d'essayer finalement voilà, de lister tout ce que vous pouvez avoir développé ou continuer à développer pendant la thèse. Pour ça, il y a des outils qui existent. Donc voilà, moi, je vous invite à utiliser le portfolio de compétences que normalement, on vous incite au niveau des écoles doctorales à renseigner. C'est extrêmement intéressant, voilà, que ce soit pour votre future carrière dans l'académique ou dans le privé. L'un ou l'autre, c'est toujours intéressant d'avoir un focus sur les compétences. Il y a un outil qui a été aussi développé par la BG en collaboration avec un syndicat professionnel qui s'appelle DocPro, qui est gratuit et qui vous permet, voilà, qui est spécialisé sur les docteurs. Hein. Je vous ai mis la copie écran. C'est le profil professionnel des docteurs. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant à avoir en tête et qui peut être un peu dans votre escarcelle de compétences. Un petit focus. Pardon, Marie, oui. Oui, excuse-moi. Je voulais ajouter que sur cette question des compétences, le pôle carrière est vraiment là pour vous aider dans l'identification de vos compétences. Sachez qu'il y a des ateliers spécifiques sur la thématique des compétences et qui ont pour objectif de vous permettre d'alimenter
le portfolio qui est disponible sur Adobe. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit mail directement ou à aller voir un peu sur les ateliers du pôle carrière pour vous aider, en tout cas, à identifier ces compétences-là, à faire ce travail-là. Et en parallèle justement du pôle carrière, voilà, peut-être un outil supplémentaire. Je ne vais pas y passer longtemps, mais sachez qu'il existe finalement depuis peu ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles qui a intégré le doctorat dans son référentiel. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quelle que soit l'activité, le domaine du doctorat, le RNCP décrit tout un tas de compétences par le biais de 6 blocs de compétences. Et dans ces 6 blocs, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y en a un qui est plus dédié justement à cette partie savoir, expertise scientifique, technique, et qu'il y en a 5 qui seront plutôt dédiés aux compétences transversales qui peuvent être relatives à tous les docteurs, quelle que soit l'orientation, que ce soit des SHS, des sciences de l'ingénieur ou autres. Donc voilà, l'idée, c'est de bien montrer finalement qu'il y avait des intérêts communs. Moteur de l'innovation collaborative, on voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de projets et beaucoup d'incitations aussi des pouvoirs publics sur les partenariats publics-privés, les PPP, en tout cas la collaboration entre le monde de l'académique et le monde du privé, en se disant que finalement, c'est bien de faire travailler ensemble pour transformer parfois ce qui est de la recherche fondamentale vers de la recherche plus appliquée. Et qui de mieux qu'un docteur pour faire le pont, quelqu'un qui sait parler les 2 langages, qui connaît le fonctionnement de l'académique et qui a en tête les objectifs de l'entreprise, ça peut être extrêmement pertinent. La crédibilité internationale, j'en ai parlé, le PhD a vraiment une force. Alors en France, on a tendance à le sous-estimer, mais il y a des pays, je parlais de la Chine, on peut parler de l'Allemagne, des pays anglo-saxons, où le fait d'avoir un doctorat est une vraie force, une vraie reconnaissance. Et pour des entreprises, d'avoir des docteurs qui vont parler à des docteurs à l'étranger apporte une vraie crédibilité à la société. La compétence en veille technologique, souvent, ce que j'ai constaté, c'est que l'entreprise avait souvent une bonne capacité de veille marketing, mais parfois voilà, des difficultés dans la veille technologique à identifier l'état de l'art et à pouvoir identifier des solutions qui viendraient peut-être d'autres domaines ou qui seraient peut-être un peu trop en amont par rapport à ces objectifs. Et c'est là où le docteur peut prendre tout à fait sa place en étant un peu le référent en termes de veille. Et enfin, miser sur un potentiel, ce que je vous disais tout à l'heure, on va recruter le docteur peut-être sur son savoir, mais le savoir-être, les soft skills que vous avez développés pendant la thèse peuvent être une vraie capacité, en tout cas un vrai tremplin pour évoluer et prendre des responsabilités au sein de la société. Très rapidement, pour terminer, un petit focus sur le jeune docteur. Les sociétés utilisent un dispositif fiscal, en gros une subvention qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, qui leur permet de financer leurs activités de recherche et développement. Il y en a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant que dans le cadre de ce crédit d'impôt recherche, il y a un dispositif spécifique qui s'appelle le dispositif Jeune Docteur, qui leur permet de financer le salaire d'un docteur pendant 2 ans après son recrutement. Donc, beaucoup d'entreprises sont au courant, la majorité sont peu au courant, pardon. La majorité des docteurs et des doctorants ne le savent pas non plus. Donc voilà, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas informé. Sachez qu'il y a ce dispositif-là et que c'est particulièrement incitatif. Les critères pour être jeune docteur, il n'y en a pas 50 000, c'est assez simple. C'est un premier CDI après la thèse. Donc, ça veut dire que grosso modo, soit vous sortez de thèse, premier CDI, vous êtes éligible jeune docteur, soit vous avez eu des post-docs, des contrats temporaires à durée déterminée. Potentiellement, vous pouvez faire 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mon plus vieux jeune docteur avec 15 ans de post-doc après la thèse, il était toujours éligible car n'ayant jamais signé de CDI. Le personnel de la société ne doit pas être en baisse
Et évidemment, il faut que les activités sur lesquelles travaille le docteur soient considérées comme de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Et enfin, en conclusion, peut-être si je devais vous donner un peu le conseil, ce que je disais tout à l'heure, on est sur un face-à-face. Aujourd'hui, le recrutement, c'est le besoin d'une entreprise, le besoin d'un recruteur et en face, une offre de service. Vous apportez de la valeur à quelqu'un qui en a besoin. Si vous avez un discours uniquement centré sur vous-même, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que j'appelle le discours compétence du docteur, c'est d'essayer justement d'avoir ces messages, de comprendre le besoin et d'aller ouvrir les cases de compétences qui semblent adaptées. Et derrière, le recruteur aura sa compréhension de ces compétences. L'idée, c'est de répondre à ces besoins. Il faut que le recruteur soit rassuré sur le fait que ce que vous avez développé comme compétences techniques, comme compétences transversales, et que votre savoir-être s'adapte bien aux besoins à la fois de la société, mais également de l'équipe. Il ne veut pas mettre le bazar dans son équipe. Et donc, l'idée, c'est vraiment de le mettre en confiance. Et pour le mettre en confiance, c'est de lui montrer que vous avez compris son besoin et que finalement, vos discours visent à répondre et à montrer que vous l'avez bien compris. Tout ça pour qu'au final, ils prennent le risque du recrutement. Ayez conscience, voilà, le recruteur, l'entreprise, ce sont des personnes humaines, ce ne sont pas des robots. Et qui dit personne humaine dit qu'en termes d'enjeux, il y a un certain nombre de risques du côté du recruteur. Il y a un risque technique, notamment voilà, sur ces sujets, quand on parle de R&D, recruter quelqu'un qui va venir prendre connaissance de la R&D et donc on va dire de toute la valeur de l'entreprise dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, c'est un risque extrêmement important. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui soit adapté, qui ait les bonnes compétences pour travailler sur des projets qui seront l'avenir de l'entreprise. Il y a un risque humain en termes d'intégration. Si on recrute quelqu'un qui ne va pas s'entendre avec les équipes, qui va mettre le bazar, qui ne va pas être capable de communiquer, finalement, on prendra beaucoup de temps d'intégration de formation pour potentiellement que ça capote et aboutir à un licenciement ou à une rupture de période d'essai. Et il y a un risque financier voilà, de dépenser de l'argent sur quelqu'un qui finalement ne fera pas l'affaire. Donc l'idée, c'est de répondre à ces différents risques, c'est de montrer que d'un point de vue scientifique, technique, en tant que docteur, vous avez tout à fait cette capacité de répondre à ce besoin. C'est de montrer que d'un point de vue humain, vous êtes une personne sociable qui a cette capacité d'intégration, d'adaptation au mode de fonctionnement de l'entreprise. Et c'est finalement d'avoir conscience que d'un point de vue financier, le fait de recruter un jeune docteur, ça ne coûte rien à l'entreprise. Et voilà la fin de la présentation. Voilà, 17h55, j'ai été un petit peu plus long, mais on a interagi avec les questions. Oui, c'est ça, c'était parce qu'il y a déjà quelques questions. En attendant peut-être d'autres questions, voilà, elles arrivent déjà, donc je garde en commentaire. Est-ce que RD2 Conseil recrute et dans quel secteur d'activité? RD2 Conseil recrute dans quel secteur d'activité, pardon? Alors, on recrute donc on recrute pour nos clients. Encore une fois, voilà, le focus parce que parfois il y a une confusion. On est un cabinet de recrutement de chasse de tête et non pas un cabinet d'ingénierie. Ce qui veut dire qu'on ne va pas recruter les conseils pour ensuite les placer sur des missions plus ou moins long terme chez des clients. En fait, l'idée, c'est vraiment, nous, d'avoir un rôle d'agence matrimoniale. On a une entreprise qui nous dit, j'ai besoin d'un docteur dans tel domaine, sur tel projet, trouvez-moi les bonnes personnes. On fait la mise en relation et au final, l'entreprise recrute dans ses équipes en CDI, en R&D. Après, en termes de domaine d'activité, j'aurais tendance à dire dans tous les domaines d'activité, là où les entreprises en auront besoin. Depuis bientôt 10 ans qu'on existe, on a quand même, on va dire, beaucoup recruté sur des thématiques où il y a un vrai besoin et une vraie, enfin,
où les candidats sont rares, c'est-à-dire voilà, tout ce qui sera autour de l'électronique embarquée, les systèmes embarqués, l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à la data, où on aura beaucoup de demandes et ça représente 50 à 60% des recrutements depuis notre existence. Après, on va recruter dans tous les autres domaines. On va recruter des docteurs on a fait recruter des docteurs en sciences sociales, sciences humaines et sociales, voilà, en droit, en sciences de l'infocom, en sociologie, en anthropologie. On va avoir des docteurs dans les sciences de la vie, on va avoir des recrutements en chimie, on va avoir des recrutements dans... voilà. En gros, on ne se considère pas comme des experts, mais plutôt comme ayant cette capacité à comprendre les besoins de l'entreprise, à comprendre finalement les compétences des docteurs et à faire le lien, le match entre les besoins et l'offre de service telle que j'en parlais. Il y a Maxime qui souhaite poser une question. Maxime, Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre séminaire, c'était très intéressant. Ma question va plutôt porter sur les compétences techniques, en fait. Parce que j'ai regardé pas mal d'offres d'emploi de mon côté. Moi, j'ai un profil qui est plutôt physique, matière condensée, très académique. Et je constate qu'en majorité, dans les offres d'emploi, ils attendent des compétences qui sont quand même très opérationnelles. C'est l'impression que ça me donne. Donc, dans mon domaine, par exemple, donc plutôt lié à l'ingénierie, proche de la physique, ça va être maîtriser des outils de simulation, par exemple industrielle, ou vraiment des trucs très appliqués à l'industrie. Et moi, c'est des choses que j'ai pas du tout vues pendant ma thèse. Je pense que c'est le cas de pas mal de monde. Ouais. Et du coup, je peux pas arriver en leur présentant, enfin, en répondant vraiment à leurs attentes. Donc, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine quand même d'aller les voir si on n'a pas les compétences qui sont attendues, ou est-ce il faut plutôt passer à autre chose? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Je pense effectivement, voilà, la réponse à une annonce quand on est un docteur avec une orientation plutôt théorique, académique, ça peut être compliqué. Auquel cas, si l'annonce est super intéressante et qu'il y a la volonté justement d'y répondre, d'orienter le CV, de se dire bon, ce type de compétences, je ne les ai pas, mais je vais essayer dans mon CV de montrer que j'en ai d'autres qui peuvent être intéressantes pour l'entreprise. Et du côté de la lettre de motivation, de montrer en quoi vous pourriez quand même apporter une valeur en disant bah, effectivement, ce sont des outils que je n'ai pas utilisés, mais j'ai utilisé d'autres outils qui se rapprochent et donc la transposition peut être assez facile. Et en plus, j'ai travaillé sur ces sujets qui finalement sont des thématiques d'intérêt de votre côté. Après, voilà, c'est tenter sa chance, sachant que si s'il y a une annonce qui a été postée, il faut avoir en tête que le recruteur va recevoir quand même un certain nombre de candidatures. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Oui, mais en faisant l'effort justement de se projeter et de dire voilà ce que je peux vous apporter. Peut-être que le recruteur sera sensible à cette démarche et se dira ça vaut quand même le coup d'aller à l'entretien de recrutement parce que peut-être que je passe à côté de quelqu'un de valeur. Après, le conseil que je donne sur des docteurs qui sont parfois un peu éloignés des aspects opérationnels, concrets de l'entreprise, c'est là pour le coup de soigner le réseau. On n'en a pas parlé, là on était plus sur les compétences, mais l'idée c'est de développer le réseau. Et le réseau, je m'entends, c'est d'essayer de prendre de l'information sur les entreprises, sur les besoins, de contacter des personnes qui travaillent dans des secteurs d'activité qui vous intéressent pour prendre de l'information, déjà de savoir qu'est-ce qui est attendu par tel ou tel professionnel sur tel ou tel poste, et ensuite également de vous faire connaître. Alors pas forcément d'aller déposer votre CV. Voilà, le réseau, ce n'est pas de la recherche d'emploi, c'est vraiment connaître et se faire connaître. Et finalement, de pouvoir, à un moment donné, éveiller l'intérêt
de telle ou telle personne qui travaille dans le secteur et de pouvoir le recontacter en temps voulu en disant, bon, bah, maintenant, ça y est, je suis docteur, je suis diplômé, je me rappelle notre conversation, ça m'a vachement intéressé, est-ce que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées ou autres, et voilà, et de travailler sur cette prise de connaissance et sur le fait de diffuser l'information que vous êtes potentiellement un bon professionnel. Est-ce que je me fais comprendre, Maxime? Tout à Alors, fait. pour le coup, c'est pas simple, c'est plutôt du travail à long terme, mais voilà, par rapport, enfin, pour le coup, pour voir beaucoup de CV en physique de la matière condensée, où clairement, je vois très bien la difficulté qu'il peut y avoir à se vendre par rapport à des besoins d'entreprise. Je pense que là, l'idée, c'est justement plus d'aller au contact direct des gens et de ne pas hésiter à solliciter déjà au sein des laboratoires tous les contacts que vous pourriez avoir par les uns et les autres, et de ne pas hésiter aussi à aller faire de la prise de contact direct par LinkedIn en disant, bah voilà, je m'intéresse, je m'interroge sur ma poursuite de carrière, sur mon positionnement, ce genre de choses, et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre métier, votre société, et une éventuelle adéquation à plus ou moins long terme par rapport à mon profil. D'accord, merci beaucoup. Une nouvelle question, Laurent. Aïcha qui demande si un post-doc a plus de chances d'être recruté qu'un nouveau diplômé. Pas forcément. C'est marrant parce que généralement, la question, c'est plutôt est-ce qu'un postdoc a moins de chances d'être recruté qu'un nouveau diplômé? Parce que souvent, on a tendance à dire que qui dit postdoc dit volonté d'aller dans l'académique et donc finalement de s'enfermer dans une voie qui est parfois une voie de garage et de se dire que les entreprises vont finalement être réticentes à recruter quelqu'un qui a passé un peu trop de temps dans sa carrière dans l'académique. Donc voilà, ça peut exister, cette notion-là. Pour moi, l'essentiel est de savoir argumenter. Argumenter pourquoi, après la thèse, vous ne souhaitez pas continuer dans l'académique et vous souhaitez vous orienter dans le privé. Pourquoi, après un postdoc, vous ne souhaitez pas poursuivre dans l'académique et vous souhaitez vous orienter dans le privé, en essayant de cacher la frustration qui peut parfois y avoir en se disant que finalement, votre rêve, c'était d'être enseignant-chercheur et que finalement, il y a très peu d'élus. Moi, en tout cas, en tant que recruteur de docteurs, je fais très attention à ça. Et dans mes questionnements et dans les discussions que j'ai avec les candidats, si à un moment donné, je me dis on a affaire à quelqu'un qui finalement est frustré et s'oriente vers l'entreprise par défaut, mais qu'au fond, c'est vraiment pas ça qu'il a envie de faire, j'aurais plutôt tendance à refuser la candidature. Et donc ça, c'est vrai que ce soit d'un docteur qui sort de thèse ou de postdoc, mais mon questionnement va être parfois un peu plus poussé et approfondi pour les postdocs ou ceux qui auront continué dans l'académique, parce que parfois on peut avoir affaire à des personnes qui voilà, qui n'ont pas cette fibre de l'entreprise. Y a-t-il d'autres questions? Après, il est 18h05, je pense qu'on peut aussi s'arrêter là. Alors, on va prendre la dernière question, puis je pense après on va arrêter. Question, alors peut-être un peu ouverte. Quelle est la fourchette de salaire pour un jeune docteur en R&D, Paris ou province, dans le cas particulier, ingénieur plus thèse chiffre? C'est pas une question ouverte, ça. Alors, c'est très dépendant. Donc, peut-être le premier point, j'en ai pas parlé au moment où j'ai évoqué le crédit d'impôt recherche. C'est un dispositif assez exceptionnel. Voilà, comme je vous disais, ça permet de financer le salaire d'un jeune docteur pendant 2 ans pour l'entreprise. Donc, d'une certaine façon, le docteur ne coûte rien, quel que soit le salaire. Après, mon vrai conseil sur ces histoires de salaire, c'est de faire très attention à la façon dont vous allez argumenter. Pour moi, cet aspect crédit d'impôt recherche, c'est ce qui permettra peut-être de faire pencher la balance en votre faveur, en faveur d'un autre profil, peut-être d'un ingénieur plus ou moins expérimenté. À 3 ou 5 ans, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de recruter un docteur qui ne coûte rien? C'est cependant pas un argument pour augmenter et demander une rémunération qui soit en décalage
avec votre profil ou avec le profil des autres personnes sur place. Souvent, moi, je vois des docteurs qui vont me dire, mais écoutez, je suis bien au courant qu'il y a le crédit d'impôt recherche. Du coup, je veux valoriser ma thèse. En sortie d'école d'ingénieur, la moyenne est à 38 000. Du coup, par rapport à mon statut de docteur aujourd'hui et de crédit d'impôt recherche de 38 000, après 3 ans d'expérience, je veux 65 000 euros. J'ai eu ce cas. Voilà, du simple au double. C'est une très belle valorisation de salaire quand même, hein. Voilà, ayez conscience quand même que du côté des entreprises, il y a souvent des grilles de salaire, ou en tout cas, il y a une équité salariale à avoir. Et quelqu'un qui a été recruté comme ingénieur et qui a 5 ans d'expérience, 3 ou 5 ans d'expérience dans l'entreprise, devrait pas avoir un salaire totalement déconnecté d'un docteur qui a jamais travaillé dans l'entreprise, mais qui a eu sa thèse de doctorat. Donc, premier point, ne prenez pas le crédit d'impôt recherche comme un argument de négociation salariale, ou en tout cas trop fort. Sur les rémunérations, ingénieur, test chiffre, je vais dire, ça dépendra du domaine d'activité. Clairement, voilà, sur des docteurs en biologie, chimie, les salaires sont un peu inférieurs. En général, en région, on est autour de 37 40 000 euros annuels bruts. Du côté à Paris, pardon, autour de 40-45. Sur des profils un peu plus demandés, je vous parlais par exemple tout à l'heure de l'IT, la data science, les systèmes embarqués. On va être plutôt sur du 40-45 en fourchette en région et du 45-50 à Paris. Mais voilà, donc si on prend une fourchette de rémunération un peu large, on va dire qu'un jeune docteur avec plus ou moins de postdoc va être entre 35 et 50 000 euros en fonction de son activité, de son domaine d'expertise, ce genre de choses. Après, ça dépendra aussi des entreprises, hein. Pour le coup, on a fait recruter un docteur en intelligence artificielle qui venait d'une bonne école, on va dire d'une très bonne école d'ingénieur, avec une thèse dans un très bon laboratoire, avec 2 ans de postdoc, et il a été recruté à 70 000 euros. Mais ce n'est pas la norme. Et puis tout doit s'argumenter. Exactement. Important. Et ça marche. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que je vois l'heure qui tourne. Je sais que Laurent a une contrainte par la suite. Je vous propose du coup de clore juste avant de terminer. Je vous rappelle vraiment si vous avez un besoin sur une candidature, d'une relecture sur un CV, sur une lettre de motivation, si vous voulez être guidé dans cette étape-là, n'hésitez pas à envoyer un petit mail au pôle carrière, hein, c'est l'adresse du PhD Career Center. On est là pour ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter pour toutes ces questions-là. Voilà. Merci Laurent pour toutes ces informations. Beaucoup, Marie. Avec plaisir. Et puis, au plaisir, je dirais. Bonne soirée à tout le monde. Bonne continuation à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.